Ils quittent tout en quête d'une vie meilleure. Les migrants traversent des pays en guerre, des frontières, des mers au péril de leur vie. Mais derrière ce mot migrant se cachent des histoires très différentes. Dans cette émission, nous vous raconterons l'une d'entre elles, les retrouvailles émouvantes d'une famille après 5 ans de séparation entre France et République centrafricaine, entre Reims et Bangui. Une histoire heureuse mais rare, la question migratoire est aujourd'hui encore en France un véritable drame social. Nous avons choisi pour en parler la communauté Emmaüs, particulièrement engagée contre l'exclusion. Nous sommes ici chez les compagnons de Vendeuvre-les-Nancy, en Lorraine. Bienvenue dans Enquête de région. La migration, c'est d'abord le mélange de savoir, de culture, c'est la mixité. Mais en s'intensifiant avec les guerres, les crises économiques, elle a mis l'Europe au pied du mur, une Europe débordée qui cède aujourd'hui au discours sécuritaire. La question migratoire est douloureuse, elle l'est encore davantage quand il s'agit d'enfants. La Convention des droits de l'enfant impose un devoir d'accueil, mais en la matière, la France n'a pas toujours été vertueuse. Nous avons enquêté dans le Bas-Rhin, en Alsace. Actuellement, 369 enfants y sont pris en charge par le département, mais pour combien de temps ? C'est une famille presque comme toutes les autres, les parents, 5 enfants. Puis-je avoir du riz, s'il te plaît, mon frère? Bien, frère. Et depuis 3 mois, un nouveau venu, que nous appellerons Souleymane. Berger, dans son pays, sa vie en France est radicalement différente. Pour la première fois, il va à l'école. Pourtant, ses souvenirs le hantent. Sa famille lui manque. Mais est-ce que tu penses? Oh, Tu penses à eux? oui, c'est beaucoup. Je n'ai pas de dormir. Tous les jours, c'est ma famille. Souleymane est afghan, sa famille d'accueil américaine. Comme eux, une vingtaine de volontaires dans le Bas-Rhin ont accepté d'héberger un mineur pour une durée de 6 mois à 2 ans. En tant que chrétien, ça faisait partie de mes valeurs aussi de l'accueil. Et je suis naturalisé français depuis 5 ans et j'étais accueilli en France et j'avais aussi envie de partager cet accueil avec d'autres. C'est l'association Foyer Notre-Dame qui pilote le réseau d'accueil solidaire. Un dispositif inédit, en partenariat avec le conseil départemental du Bas-Rhin. Les enfants concernés ont tous moins de 16 ans. Afghans, Albanais, Pakistanais, ils ont parcouru des milliers de kilomètres. L'association continue d'assurer leur suivi, en famille plutôt qu'en foyer. La famille est le premier lieu de transmission de valeurs, de codes, de culture. Et c'est justement peut-être un lieu différent d'un foyer qui va permettre en fait toutes ces transmissions et d'inscrire ces jeunes mineurs non accompagnés dans la société française. Le budget, donc les mots qui vous viennent en tête. Apprendre et apprendre vite. Un mineur qui arrive en France doit immédiatement penser à son insertion. En France, depuis 2017, Souleymane Diallo est en CAP électricité au lycée Marcel Rudloff. Sans famille et sans ressources, il bénéficie de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental. Mais dans 1 an, il sera majeur. Plus d'aide, il lui faudra un métier. Alors il s'applique. Moi, mon rêve est d'être un patron là où je travaille. C'est ça, mon rêve d'être un patron, avoir une bonne vie. C'est une personne très respectueuse aux profs et tout ça. Les autres élèves devraient prendre exemple ? Tout à fait, oui. Même moi aussi. Vous faites un petit texte d'introduction, comme on l'a fait tout à l'heure et que je vous ai montré. S'adapter à un nouveau pays, apprendre le français, suivre une formation, décrocher un stage, puis un travail, c'est un parcours à marche forcée, le prix à payer pour avoir droit à un avenir. Ils savent pourquoi ils sont là, et ils savent ce qu'ils cherchent, ce qui n'est pas toujours le cas de certains autres. Voilà, on
on est plus dans l'apprentissage en même temps avec la langue qu'avec les autres, mais ils comprennent plus vite, plus rapidement, parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Cette année, ils sont 6 mineurs isolés à être scolarisés dans ce lycée. Les élèves ne sont pas discriminés, ils s'inscrivent avec les documents dont ils possèdent, c'est-à-dire la plupart du temps pas grand-chose. Le certificat de scolarité qu'on leur fait leur sert d'ailleurs de seul papier officiel la plupart du temps. Des papiers, une existence légale, c'est au conseil départemental que ça se joue. Théoriquement, chaque demande doit faire l'objet d'une période d'évaluation d'au moins 5 jours. Mais parfois, la décision est prise à l'issue d'un seul et unique entretien de 20 minutes. Donc le train ensuite jusqu'à Milan. En fait, de prendre le bus jusqu'à Milan, de Milan à Nice, le train. Des travailleurs sociaux sont spécialement formés pour ces entrevues. L'objectif, c'est de rassembler tout un ensemble, un faisceau d'indices qui va nous indiquer si l'ensemble du récit des jeunes et l'ensemble des points abordés forment un ensemble cohérent. C'est presque un travail d'enquête, ce que vous me racontez. Oui, tout à fait. C'est une évaluation. Alors, on est dans le domaine de la protection de l'enfance, mais c'est une évaluation très spécifique. Dans le Bas-Rhin, entre 60 et 70% des demandes sont rejetées. Il y aurait donc une large majorité de tricheurs qui voudraient accéder au dispositif sans y avoir droit. Quand ils sont mineurs, ils ont un accompagnement de grande qualité. Donc ils veulent tous devenir mineurs parce que c'est des garanties pour eux. Mais on constate, on a eu des situations à un moment donné où il y avait une filière Bangladesh qu'on a démantelée, où on se retrouvait avec des jeunes qui avaient 40 ans et qui essayaient de faire valoir qu'ils étaient mineurs. Et donc on doit avoir des points de vigilance parce qu'on est bien sûr dans une action bienveillante, mais aussi responsable. C'est toujours des deniers publics que nous utilisons pour accompagner ces jeunes. Donc nous, on doit s'assurer que cette minorité est réelle. Votre physique développé ne va pas dans le sens de votre minorité. Les raisons de votre départ du pays ne paraissent pas crédibles. Votre minorité, votre isolement ne sont pas établis. Il y a lieu d'écarter à votre égard la présomption de minorité. Les documents présentés sont d'un formalisme douteux. Votre récit comporte de nombreuses incohérences. Les enjeux sont humanitaires et budgétaires. 10 millions d'euros déboursés par le département chaque année pour l'accueil et l'accompagnement des mineurs étrangers. Ils sont 369 à être pris en charge aujourd'hui. Et puis il y a tous les autres, les exclus, les déboutés, les non reconnus. On les retrouve à la rue et lors de distribution de nourriture, comme ici devant la gare de Strasbourg. Chaque nuit, la même question lancinante. Où dormir? Le 115 est saturé. Ça sonne, hein? Ça sonne, mais ça répond pas. Une fois, ça m'est arrivé une fois. À 23h, je ne sais pas là où aller. Et puis, il neigeait ce jour-là. Il neigeait vraiment. Et puis, la terre était tout le monde formée, glacée. Je ne connais pas là où dormir. Je marche sur la rue comme ça, des fois, jusqu'à 6 km après. S'il y a les endroits où je n'ai pas mouillé comme ça, je pars là-bas, je m'assois. Après, je mets ça aussi, jusqu'à le matin. Les refuges sont rares. À 2 pas du campus universitaire, l'aumônerie catholique a commencé spontanément, il y a 2 ans, à proposer une chambre et quelques lits. Un toit sur la tête, mais toujours aucune perspective d'avenir. Cyril voulait être cuisinier ou boulanger, mais sa vie aujourd'hui lui échappe. La France est un pays de liberté, des droits de l'homme, tout ça, mais une fois arrivé en France, nous ne voyons pas réellement que cela reflète l'image vraiment de la France. Est-ce que vous imaginez que ça pouvait être comme ça quand vous êtes parti de chez vous? Non, pas du tout. C'est une galère pour nous de vivre dans ces conditions difficiles, pénibles, atroces. C'est pas du tout facile. J'imagine jamais voir ma vie comme celle que je vis aujourd'hui. Une vie qui n'a pas de sens. Ils sont une vingtaine à dormir chaque nuit dans la chapelle de l'aumônerie. On replie les matelas tous les matins et on recommence le jour d'après. Ils ont déjà un parcours migratoire très traumatisant. Ils sont passés par la Libye pour la plupart, traversé la Méditerranée avec tous les risques que ça comporte et ils le savaient. Donc arrivent ici avec beaucoup de détresse et se retrouvent dans une nouvelle détresse parce qu'ils ne sont pas reconnus. Le rêve d'un ailleurs où tout serait possible. L'an dernier, 25 000 mineurs seraient arrivés en France. Seule la moitié d'entre eux a pu accéder au dispositif d'accompagnement. Pour les autres, comme Mouri et Mohamed à Strasbourg, ce sera la rue et la débrouille. L'espoir d'un recours en justice est mince. Dans 90% des cas, les demandes sont rejetées par les juges.
Ça nous a été verbalisé expressément, hein, qu'ils n'ont pas envie de gérer des problèmes migratoires. Enfin, on va tout faire pour démontrer qu'il n'est pas mineur, et le reste passe à la trappe, du coup. Aux portes de Strasbourg, le château d'Angleterre sert d'écrin protecteur pour les jeunes vulnérables et déstructurés. Mandatée par le conseil départemental, l'association accompagne aujourd'hui 110 mineurs isolés. Ils n'habitent pas ici, mais dans des appartements en ville, afin de favoriser une autonomie rapide. L'efficacité, avant tout, c'est l'exigence des pouvoirs publics, au risque parfois d'oublier l'essentiel. On connaît ce que ça a été, l'accueil non préparé d'un certain nombre de migrants sur le territoire français. On a au moins on a un siècle de recul. Quand ça n'a été que des gens pour bosser, et si la dimension culturelle, personnelle du parcours n'a pas été prise en compte, on a vu des gens qui, toute leur vie, ont à la fois rêvé de revenir au pays dont ils étaient originaires sans jamais pouvoir y retourner, mais sans jamais non plus avoir pu vraiment refermer cette plaie. Les blessures d'un exil forcé, il faut apprendre à vivre avec, ne rien oublier et en même temps tourner la page. Faith était l'une de ces mineurs isolés prises en charge par le département du Bas-Rhin et accompagnée par le château d'Angleterre. Elle vient d'avoir 18 ans, elle paye un loyer, elle travaille. Un parcours exemplaire pour une jeune fille qui ne parlait pas un mot de français il y a 3 ans. Je dis bravo à moi-même. Si je regarde derrière où j'étais avant et où je suis maintenant, il faut que je pousse encore pour faire mieux. Les souvenirs sont ceux de son arrivée en France. Au Nigeria, plus personne ne l'attend, ni famille, ni amis. Elle n'en dira pas plus, par peur de réveiller une douleur qu'elle veut garder enfouie. Faith, Ouri, Souleymane Diallo et tous les autres, des trajectoires d'adolescents en quête de futur. Certains ont fui la guerre, d'autres des violences familiales, et d'autres encore sont partis, poussés par la misère. Le phénomène ne va pas s'arrêter, il est même en train de s'amplifier. En France, les départements en appellent à l'État pour faire face aux dépenses qui flambent. Principe de solidarité, encore et toujours. La solidarité au cœur de l'action d'Emmaüs. Ici, à Vendeuvre-lès-Nancy, comme partout ailleurs, les compagnons œuvrent chaque jour contre l'exclusion, sans distinction, sans restriction. Thierry Kuhn, vous êtes président d'Emmaüs France. Il y a un terme au centre de votre action, c'est le mot inconditionnel. Mais peut-on soulager toutes les misères de la même façon d'où qu'elles viennent ? Oui, l'accueil inconditionnel est même une des valeurs fondamentales du mouvement Emmaüs, en particulier des communautés Emmaüs, comme ici, où on accueille toute personne en situation d'exclusion, toute personne en situation de souffrance, qu'elle soit migrant économique, qu'elle soit réfugiée politique, qu'elle soit à la rue ou qu'elle cherche simplement du sens à la vie. On est accueilli et puis on participe à cette activité de collecte, de tri, de valorisation. Nous ne sommes absolument pas dans cette idée, et on combat cette idée de concurrence entre les pauvres, qu'on essaie parfois de monter un peu pour faire croire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Or, ici, à Emmaüs, on est convaincu qu'on peut accueillir et qu'on peut accompagner tout le monde, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors un projet de loi en ce moment dans le débat politique, c'est la loi dite pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. Les associations sont vent debout contre la question du tri des migrants. Y a-t-il la même urgence à s'occuper d'un réfugié politique qui serait menacé de mort dans son pays et d'un exilé économique? Oui, très rapidement, quand le gouvernement nous a présenté les premières lignes de cette loi, on était très inquiets et puis on s'est manifesté contre cette loi, justement parce qu'elle organise ce tri des exclusions d'une certaine manière et qu'elle remet en cause l'accueil inconditionnel. Nous serons toujours et nous nous élèverons toujours contre toute tentative de tri entre les situations de pauvreté. Donc on va continuer à accueillir et je crois que la France est en capacité d'accueillir des personnes en difficulté, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parcours de vie. On a vu dans le reportage précédent que les conseils départementaux sont financièrement à bout de souffle, notamment avec l'accueil des mineurs isolés. Il y a certains devoirs d'humanité, mais que fait-on ? Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, des départements s'engagent, elles sont en difficulté, mais je crois que c'est d'abord l'affaire de tous, c'est une affaire qui concerne l'État, qui concerne notre société tout entière.
et qui concerne l'Europe, qui doit là aussi s'engager. Et on voit bien que si on a aujourd'hui une faillite de la politique migratoire, c'est bien parce que l'Europe n'a pas réussi à s'organiser pour organiser cet accueil. En tout cas, on le comprend en vous écoutant, la question des migrants agite notre époque, elle occupe, elle préoccupe et cela n'a rien de nouveau. Nous sommes en Lorraine, une terre qui s'est forgée avec l'immigration. Dès le 19e siècle, le grand développement industriel a nécessité une main-d'œuvre importante, polonaise et italienne notamment. Di Battista Benedetti, Pedezzi Giacomo, Piceni Giacomo, Albertani Angelo, Fabi Menotte. Ces Italiens dont je viens de dire le nom, qui sont sur une seule page, mais il y en a d'autres. Hein. Certains sont envoyés à la Syrie, d'autres au fourneau, certains sont envoyés à la mine. Et ensuite, on sait exactement à quelle date ils sont partis et on a la nationalité des personnes. Donc on voit là que ce sont des Italiens. Fin du 19e siècle, la Lorraine du Nord connaît un essor industriel prodigieux. Les puits de mines hérissent le paysage et les usines sidérurgiques occupent les vallées étroites. L'exploitation du plus grand gisement de minerais de fer du monde réclame des bras. Ce sont les employeurs qui avaient besoin d'eux. Et donc, on avait besoin de gens pour mettre en œuvre et exploiter l'industrie du fer. Enfin, c'était quelque chose qui était vital. On manquait de bras. Et donc, on fait venir des bras voilà, des régions d'Europe où on va avoir une volonté de gagner mieux sa vie, d'avoir des conditions de travail pour l'époque intéressantes, etc. De 1875 à 1913, l'exploitation du minerai passe de 2 millions à 42 millions de tonnes. La moitié des 35 000 mineurs de fer vient de la péninsule italienne. Cette première génération d'immigrés est mal acceptée par la population locale. On a su peur d'eux parce que les Italiens, ce sont des terroristes. N'oubliez pas qu'en 1894, on a eu un Italien anarchiste qui a assassiné le président français, Sadi Carnot. Donc pour les Français, les Italiens sont ceux qui viennent nous envahir, les envahisseurs, 2, ceux qui viennent tuer nos présidents, et puis les Italiens sont ceux qui viennent mettre à mal la laïcité parce qu'ils viennent avec leur curé, donc on les appelle les Christos. Et du côté français, au moment où on sépare l'Église et l'État, ça passe très mal. Ils sont descendants de mineurs italiens et pour certains anciens mineurs de fer à la retraite. Ils ont créé une association et depuis 20 ans, ils entretiennent pour la mémoire l'ancienne mine du Signy-Godebranche. Pousse, Jérôme. Plus. Ah, c'est bon. Voilà. Mes grands-parents, bon, ils sont venus dans les années 1900. Ils ont travaillé à l'usine. Ils ont construit, tous ils étaient maçons. Ils ont construit les usines. Et après, ils sont allés, une fois que ça s'était fait, ils sont allés dans les mines. L'Italie est toujours un peu présente, bien entendu. Les gens d'origine italienne vont encore en vacances en Italie. Moi, personnellement, j'ai toujours besoin, une fois par an, de sentir l'Italie en moi, même si je ne suis pas un forcené, je dirais, par rapport à ça. Bien au contraire, sur un match de foot France-Italie, moi, je suis pour l'équipe de France. Hein. Il y en a qui ne supportent pas, mais moi, je suis pour l'équipe de France. Par contre, un match de foot Italie-Allemagne, je suis pour l'Italie. Hein. Alors là, c'est du chili con carne. Oui. Oui. Apparemment. La baguette française, du camembert, de la goutte, Mirabelle. Alors qu'est-ce que tu veux mieux? Même si aujourd'hui ils en sourient, la stigmatisation dont ont souffert leurs aïeux est encore bien présente dans les mémoires. Il suffit de regarder un petit peu dans la presse locale, quand on décrit les mœurs culinaires des Italiens, quand on voit des femmes qui font à manger au-dessus de chaudrons dans lesquels les Italiens ont mis une pluie de polenta. La polenta, vous voyez bien, ça fait des bulles, ça fait de la vapeur. On est dans un contexte, on a l'impression que ces gens-là sont en train de manger quelque chose d'absolument immonde. D'autant plus que la presse locale fait courir le bruit que depuis que les Italiens sont dans les vallées usinières de Lorraine, il y a une disparition des chiens et des chats. Ce qu'on a appelé ensuite la polenta miaou. La polenta miaou, c'est une légende, paraît-il, mais c'est une légende qui a un peu des profondes racines parce que pendant la guerre, il y avait beaucoup de polenta et pas beaucoup de chats. Et il n'y avait plus de lapins. Donc,
Les chats, à mon avis, étaient transformés en lapins. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Si vous êtes invité à prendre le café dans une famille de mineurs polonais, attendez-vous à bien manger et bien chanter. Tuknieu, la petite Pologne, cultive toujours l'amitié forgée au fond des galeries. Ici, ce n'était pas une région, c'était une île. C'était la propriété des mineurs. Hein. Nous étions tous des frères, aussi bien italiens, polonais que russes, n'importe quel. Mais il y avait une joie de se retrouver dans différents endroits, hein, à travers des repas comme là, même que les gens ne se connaissaient pas. Puis ils avaient du mal à correspondre, vu la langue qu'ils pratiquaient chacun. Les premiers immigrés polonais sont arrivés ici dans les années 20. Leur installation a été un peu plus facile que pour les Italiens. Ce sont des gens qui viennent, par rapport aux Italiens, qui viennent très rapidement en famille, qui sont majoritairement de religion catholique. Ils ne sont pas forcément bien vus de ce point de vue-là par les ouvriers français qui considèrent que voilà, ils les considèrent un peu parfois comme arriérés. Mais globalement, il se passe quelque chose d'intéressant aussi pour les Polonais, c'est que leur gouvernement a voulu les contrôler, mais finalement, il y a eu une assimilation. Et les enfants des Polonais qui étaient en France se sont assez rapidement, et grâce à l'école notamment, se sont rapidement assimilés avec leurs petits camarades. Ce qui fait qu'ils avaient une culture binationale assez originale. Donc ils parlaient effectivement en polonais avec leurs parents, etc. Mais en même temps, ils étaient assimilés à l'école républicaine française. J'aime la Pologne, je me sens polonaise et française, parce que la France, c'est mon pays, c'est là où je suis née, mais mes racines, c'est toujours la Pologne. Aujourd'hui, ces descendants d'immigrés polonais et italiens comprennent mal le refus d'accueillir plus de réfugiés. Moi, j'attrape la chair de poule quand je vois qu'il y a des gens qui traversent des océans, des mers, pour venir donc se mettre à l'abri. Nos parents, ça a été un petit peu dans le même contexte. C'était pas sous les bombes, mais c'était, disons, la faim et la soif, disons, qui les chassaient donc du pays pour venir ici, dans un pays d'accueil. Je trouve ça scandaleux la manière dont on accueille les réfugiés actuellement. Maintenant, c'est des réfugiés par la guerre et des réfugiés aussi économiques parce qu'ils veulent une vie meilleure que dans leur pays. Et là, ça a été des réfugiés économiques, enfin des migrants économiques parce qu'ils sont venus en France pour travailler. Et ils ont eu des conditions de travail les plus dures qu'il y avait, parce que les Français de souche, en fin de compte, étaient géomètres, étaient porions, étaient choses comme ça. Et l'italien et le polonais étaient mineurs de fond, quoi. Ils tapaient dans la butte et on ne lui en demandait pas plus. La liquidation de la sidérurgie fin des années 70 fut une tragédie pour ces familles d'origine étrangère. L'ancien métallo italien devenu député, Antoine Porcu, avait trouvé les mots justes pour l'exprimer. C'était un drame terrible, un drame humain terrible, la fermeture des usines et des mines de fer en Lorraine. C'était quelque chose dont on n'a encore pas fini de mesurer les impacts sur les familles, sur les enfants, parce qu'il a fallu changer totalement de vie. Et c'était d'autant plus difficile que la population de cette région-là est une population majoritairement immigrée, qui avait fui déjà, qui le fascisme, les Italiens, qui la misère, les Italiens, qui la misère, les Polonais, et qui s'étaient installés. C'était, je dirais même, plus dur pour ces travailleurs d'origine immigrée qui s'étaient conquis une place dans ces... Et il fallait casser, qu'il fallait repartir, mais pour aller où, pour aller quoi? C'était un drame terrible. Ça, malheureusement, ça n'a jamais été pris en compte. C'est un drame terrible, ça. Dans le bassin de Longwy-Briey, l'homme du fer appartient désormais au passé. Et ses enfants migrent à leur tour. Plusieurs milliers d'entre eux franchissent chaque jour la frontière pour gagner leur vie au Luxembourg. Thierry Kuhn, on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité du délit de solidarité, c'est-à-dire l'interdiction pour tout Français de venir en aide, en soutien à une personne en situation irrégulière. Est-ce qu'avec ce délit de solidarité, Emmaüs va rentrer dans le rang? Jamais.
On va continuer, quelle que soit la loi, on va continuer à accueillir toute personne en situation de détresse. Pour nous, personne n'est en situation irrégulière, personne n'est illégal. On va continuer à accueillir dans nos communautés des personnes en situation irrégulière pour les aider, simplement pour qu'ils trouvent eux aussi leur place. Si la solidarité doit être un délit, eh bien nous serons des délinquants solidaires. Je vous l'ai promis en début d'émission, l'heure maintenant d'une rencontre toute particulière, les retrouvailles d'une famille de migrants. En 2013, Jean-Faustin Mondoko doit fuir son pays, la République centrafricaine. Il est menacé de mort, il laisse derrière lui ses 4 enfants et sa femme. Début février, toute cette famille a pu se retrouver sur le sol français. Thierry Kuhn, une dernière question avant de nous quitter. Que dit cette histoire de la France? Est-ce encore une terre d'accueil? Je crois que ça donne de l'espoir également en notre capacité d'accueil, justement, et en cette mobilisation des Français, des citoyens, sur cette question de la solidarité et de l'accueil des migrants. On voit bien qu'il y a une énergie incroyable dans ce pays qu'on ne valorise pas suffisamment, et je crois que c'est sur cette énergie de la solidarité qu'on doit pouvoir s'appuyer pour une vraie politique d'accueil des migrants. Place donc maintenant à ces retrouvailles entre Reims et Bangui, un document qui changera peut-être votre regard sur la migration. C'est des vêtements que j'ai préparés pour les enfants qui doivent venir, donc j'espère que ça. Ça c'est pour Nelly, ça c'est pour Jeffrey. Ça, c'est pour Patrick. Là, c'est Naomi. L'arrivée de ma famille, c'est une histoire dans ma vie. Parce que je ne m'attendais pas à ça. L'angoisse, la tristesse, tout est parti. Et dans mon esprit, quand je vous parle, je sais qu'ils sont là avec moi, quand je suis dans les canapés là. Bangui, à quelques kilomètres du centre-ville, Yassimenji dans le 5e arrondissement de la capitale centrafricaine. Une vie de quartier où on se lève très tôt, où les enfants, dès 6 h du matin, se retrouvent. Ces échanges de regards, ces attitudes et ces petits gestes, ces sourires aident à soutenir un quotidien souvent difficile. La petite maison en briques rouges abrite la famille Mondoko. Nelly Franceline et ses 4 enfants, mamie Augustine, Aristide le neveu. Elle a du mal à la quitter, cette tenue. C'est celle de son mari Jean-Faustin. Un vêtement aux couleurs du club d'athlétisme de Reims. La porter, c'est être plus proche de lui, dans l'attente. Leur départ pour la France est proche. Ça me fait plaisir. Vous avez hâte à partir pour retrouver mon mari, reconstruire nos foyers. J'aime bien voir ce beau sourire. Ouais. Le témoin, c'est comme si les là tout mal. Maman. Ça me fait un peu difficile, mais moi, je veux retrouver seulement papa. Alors, comment tu envisages ta vie en France? Est-ce que tu l'as déjà un peu imaginé? Je n'ai pas encore imaginé, parce que je n'ai pas encore regardé là-bas. Je n'ai pas encore imaginé. Est-ce que papa vous a un peu expliqué comment se déroulait la vie là-bas? Il nous a expliqué, mais je n'ai pas encore vu, je ne peux pas imaginer. Vraiment. Imaginer une autre vie, ailleurs. Naomi, ses frères et sa sœur en sont incapables. Ils ont un rêve, celui de retrouver leur père. Mais un rêve sans imaginaire, sans image douce et sereine. Dans leur vie depuis 5 ans, tout n'est que meurtrissure. Évidemment, en fonction de leur caractère, leurs approches sont différentes. Mais l'issue est la même. Partir de Bangui est une nouvelle blessure. Pour l'instant, une fuite, à nouveau. Mais je ne peux pas oublier Bangui. Je me sens super bien. Pourquoi tu es super bien? Parce que je vais aller voir mes collègues et les dire au revoir. Je me sens super mal parce que je vais abandonner mes amis et mon école aussi. Mes maîtresses et messieurs me manquent.
Je me sens super mal. Alors qu'est-ce qui te ravit comme ça? Pourquoi tu as le sourire? Parce que j'ai envie de mon papa auprès de moi. Le plus important, c'est seulement que je retrouve mon papa, de faire la vie ensemble et de reconstruire notre famille comme avant. Papa, ce père si loin depuis tellement d'années. Jean-Faustin Mondoko est arrivé en France à Lyon en juillet 2013. Avec l'équipe centrafricaine d'athlétisme, il est venu disputer les championnats du monde de semi-marathon. En arrivant sur le sol français, il sait qu'il ne repartira pas. J'ai payé cette, comment je peux dire, cette mauvaise cœur des gens qui sont venus dans notre pays et qui nous ont mutilés d'une façon. Comme vous savez vraiment, dans le monde entier, vous savez que vraiment Centrafrique ne va pas bien. Depuis première mutinerie, deuxième mutinerie, ainsi de suite. Et il y a des choses qui ont dégénéré, oui, par rapport à ma situation. Je ne peux pas rester dans mon pays. Son enfer a débuté bien plus tôt. Photographe pour le gouvernement, Jean-Faustin travaille pour un certain François Bozizé, alors chef de l'état-major des armées. C'est la tentative de coup d'État de cet homme qui précipite la vie de toute une famille. Bozizé fuit, pendant que ceux qui travaillaient pour lui sont torturés. Jean-Faustin est laissé pour mort au bord d'une route, à Bangui. La population de la République centrafricaine vit ainsi, au gré des prises de pouvoir devenues presque banales, des dictatures, des violences et des morts. Mais ce qui suivra sera pire encore. 24 mars 2013, le pays bascule à nouveau. L'horreur est à la porte. Les bourreaux de Jean-Faustin reviennent, la mort avec eux. À ce moment-là, j'ai mis mes familles, mes parents, je leur dis de quitter la maison et ils se sont exilés dans la brousse. C'est vraiment pénible ce moment-là, c'est vraiment pénible. Il y a la plupart des amis qui ont perdu leur vie et il y a la plupart des hommes, des gens qui ont perdu leurs membres du corps. Et c'est vraiment... Ce moment-là, ce moment qui vient de passer là, c'est vraiment difficile pour nous, les Centrafricains. 4 ans de guerre civile, des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Jean-Faustin n'était plus là lorsqu'au plus fort de la crise, sa femme s'est fait agresser devant ses 4 enfants. Il n'était plus là lorsqu'ils ont trouvé refuge au pied de l'aéroport de Bangui. Des mois, des années de souffrance et une vie à poursuivre. Nelly a su préserver ses enfants, trouver les mots pour tenter de soigner les maux, et elle, encore vivante malgré tout. Elle est gentille avec nous. Lorsque mon mari était parti, je vis une vie pénible avec les enfants, on vit une vie difficile. Grâce à l'aide de ma mère et mes belles-sœurs, ils viennent tantôt m'aider à donner un peu de choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme ça que nous vivons. Yassimenji, le quartier a retrouvé son ambiance. Ses odeurs, ses couleurs, ce rythme effréné. Tous se sont installés à nouveau. Les marchands ambulants, les commerçants, dans leurs petites boutiques du bord de rue. Nelly, Naomi, Jefferson, Véran et Patrick ont regagné leur maison. Enfin, le calme. Ils sont ensemble pour ces instants d'une vie qui reprend. C'est tout ce qui compte, et en même temps. C'est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile à oublier. Quand avons-nous vu donner à manger ou assoiffé, ou avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu malade
et en prison. Et sommes-nous allés vers toi ? Il en est ainsi de la foi. La foi a sauvé la vie de Jean-Faustin Mondoko. À son arrivée à Reims, il est devenu un migrant sans toit, sans amis, sans famille. L'Église a été un refuge. Éric, Christian, les pasteurs, Nadine, une compatriote, des mains tendues si précieuses pour Jean-Faustin. Quand je l'ai retrouvé, j'ai expliqué tout ce qui m'est arrivé. Ils ont dit, mon frère, tu es la bienvenue chez nous. Premier mot qu'ils m'avaient dit, tu habites où j'habite dans un foyer. Ils sont allés jusqu'à là où j'habitais. Et dans le foyer là-bas, on a une contribution. Comme je n'ai pas un revenu, c'est eux-mêmes au niveau de l'église qui financent, même pour moi, pour l'hébergement. Ils m'amènent des choses à manger, des produits d'hygiène. Ils me donnent un peu de l'argent pour envoyer aux enfants et des médicaments pareils pour la santé de ma fille qui était chopée, la maladie de typhoïde. Et voilà, c'est ça que je dis que voilà, ce n'est pas des gens qui sont à côté, mais c'est de mes frères, c'est de ma soeur, la famille tout pour moi, quoi. Jean-Faustin s'est aussi entouré d'une autre belle et grande famille, celle de l'athlétisme rémois. Athlète de haut niveau, il continue à s'entraîner et à prendre le départ des semi-marathons, sa spécialité. Et depuis quelques mois, il est devenu animateur sportif auprès des plus jeunes. Il va avoir des formations parce qu'il va avoir la formation hors stade. On t'inscrit à la formation hors stade. Ok, ça marche. Voilà. Et à la clé, un peu plus d'heures de travail et un autre regard porté sur son avenir et ce sourire retrouvé. Parce que les souris, c'est la vie. Le jour que je ne souris pas, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour moi. Je me sens bien parmi les enfants. C'est des enfants qui sont vraiment sages, très sympas avec moi, très respectueux. Vraiment, c'est des enfants qui me donnent plaisir à les former. À distance aussi, Jean-Faustin soutient l'éducation de ses enfants. À Bangui, l'instruction est un luxe que peu de familles peuvent s'offrir. Avec Nelly, ils ont toujours trouvé l'argent pour les inscrire. Ces petits sont restés des années sans s'installer sur les bancs de leur classe, privés de ce plaisir à être ensemble. Véran et Jefferson partent en classe rejoindre aussi leurs camarades. Ce jour-là, le taxi-moto leur évite une longue marche. Nelly Franceline gère également ses journées en bonne mère de famille. Elle était commerçante, elle est maintenant femme au foyer. Toujours entourée de ses sœurs et belles-sœurs, de sa mère, les occupations ne manquent pas. Je sors le matin, j'arrange mes enfants, ils partent à l'école, je balaye la maison, je fais le ménage. Après, je pars au marché pour chercher des légumes pour les enfants. Et à midi, il revient. Si c'est lui qui est le premier, il attend les autres. On est ensemble en table. C'est fini. Après, il dort. L'après-midi, il sort, il prend ses cahiers, il va étudier. Parce qu'auparavant, nous ne pouvons pas rester ici comme ça. Mais actuellement, nous restons, nous dormons, nous allons là où nous voulons. À Bangui, effectivement, la vie a repris. Bruyante, active, sans répit. Une cacophonie qui pourrait laisser croire que tout roule parfaitement en République centrafricaine. Une énergie qui cache mal le désespoir de toute cette population. Ils sont près de 5 millions à vouloir la paix. La guerre a laissé pour compte tellement de personnes et tous ces orphelins. La guerre, c'est aussi les trahisons et la confiance qui n'est plus. L'amour qu'on avait les uns les autres, ça a diminué et on a peur des uns des autres. C'est depuis 2012 que ça a commencé et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de pertes. Alors,
On a toujours, même on a peur de son ombre. On ne se promène pas comme avant. Le pays est devenu pauvre parce que les gens ne cultivent plus comme avant. Les gens ne vendent plus, ils ne vont plus dans les provinces acheter des choses pour revenir vendre. Même pour aller au champ, c'est difficile. Ah, c'est ça notre pays. Et ça a beaucoup marqué les gens. Bon, moindre chose, on s'entretue comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ce grand défi, Faustin Archange Touadéra a décidé de le relever. Élu démocratiquement par le peuple centrafricain en mars 2016, il tente depuis de stabiliser un pays toujours en proie aux groupes armés. Ces milices occupent plus de la moitié de la République centrafricaine, en toute impunité. Tant qu'il y a des armes en circulation, on aura des difficultés. Il y aura encore l'insécurité, le grand banditisme. Donc il faudrait bien que la violence légitime revienne à l'État. Donc il nous faut retirer ces armes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer les préfets, les sous-préfets et aussi les organes, l'administration déconcentrée se mettre en place. Donc, je peux vous dire qu'il y a des avancées, mais il y a encore des grands défis. Il y a des risques que si nous ne prenons garde que les vieux démons reviennent au galop. Mais c'est sur ça que nous continuons à traverser, sur lequel nous travaillons. Donc pour moi, comme dit, je suis très optimiste parce que nous avons la volonté du peuple centrafricain, sa capacité de résilience, le soutien de la communauté internationale à nos côtés. Alors cet ensemble de faits, et aussi nous-mêmes, le gouvernement, il y a une vision, un axe qui est bien tracé. Donc ça, ce sont des choses qui ne trompent pas. Construire sa vie et espérer celle de sa famille à ses côtés est un vrai marathon quotidien. Jean-Faustin Mondoko a enchaîné les victoires, les trophées, les kilomètres, les allers et retours avec l'administration française. Son statut de migrant est devenu celui d'un réfugié avec un titre de séjour renouvelable chaque année. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a aussi accordé la protection subsidiaire de l'État français et quelques années plus tard l'autorisation de faire venir sa famille. J'ai les documents qu'il faut qu'il y ait là, il y a des passeports que j'ai tout fait pour la famille légalement. Et alors que j'ai fait les réunifications familiales, dans le procédure de réunification familiale, c'est rien que 2 mois. Ce n'est pas comme pour les autres personnes. Mais aujourd'hui, j'attendais 5 mois, 6 mois, il n'y a aucun signe de vie, je m'inquiète. Et vu la situation qui se passe en Centrafrique, j'espère que je ne sais pas quoi dire. Même je cours, je vois des enfants qui sont à côté. Ça me frustre, je suis frustré, je suis angoissé. Et puis voilà, même les compétitions que j'ai fait dimanche, je suis rentré seul à la maison. Il n'y a personne. Et c'est triste. C'est triste. Et puis voilà, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il faut finalement 8 mois de délai au consulat français pour étudier un dossier de réunification familiale. 8 mois de plus à vivre loin les uns des autres. Quartier Wango, 7e arrondissement de Bangui. La musique est l'âme de la réunification. Le cœur du groupe Toloche parle au cœur des femmes et des hommes. C'est ainsi que viendra la paix, ils en sont persuadés. L'accès à la culture, à l'éducation sont des vecteurs indispensables, indissociables du retour à la sérénité. Et puis, se rassembler, se retrouver pour chanter, danser et être ensemble, comme avant. Ces moments, le groupe Toloche adore les proposer aux Centrafricains. Ils aiment voir se réunir des centaines de personnes, toutes générations confondues. Le sourire, le rythme et l'envie rivés au corps. Un moment de communion intense.
C'est un moment très crucial pour la population du 7e. La musique, c'est un domaine qui anime le quartier, qui amène beaucoup de gens pour la manifestation populaire. Donc c'est pourquoi vous avez vu tout ce monde-là ici. Notre pays vient de traverser un moment de crise qui fait que la musique permet aussi, on dit souvent c'est l'art de passer les messages. C'est un moment pour la population du 7e de se réunir, de se partager ensemble, de se dialoguer même. Le mot essentiel de notre chanson, c'est de réunir et refaire à zéro notre pays. Unissons-nous et baptisons la paix. Ensemble, en communion. Et le dimanche est un jour privilégié pour la plupart des Centrafricains. La religion, la foi en Dieu, c'est une grande partie de leur vie, ou plutôt ce qui les aide à rester en vie. C'est vrai qu'on a eu à perdre beaucoup de fidèles, beaucoup de gens dans le pays, mais je crois que Dieu a son plan, c'est la volonté de Dieu. Et nous continuons à prier pour que Dieu puisse asseoir la paix dans le pays, pour que nous puissions continuer à le célébrer. Et je crois que la réconciliation nationale pourra se faire et la cohésion sociale pourra se faire. Et c'est notre prière de tous les jours aujourd'hui. Ce dimanche-là, la famille Mondoko va à l'église pour un moment si particulier. Un office, le dernier avant le départ pour la France. Une louange en forme de délivrance. Jusqu'à là, sous nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts, qui reviennent le temps d'accord. Mais je vous dirai c'est fait, à vous tous qui êtes prêts, on est qu'un d'eux, nous serons enlevés. Enlevés, nous serons tous enlevés. Ici, on a dans l'église, tu trouves des sœurs, des frères. Si tu n'as pas de père, à l'église, tu trouves le père et les mères. Nous sommes ensemble et notre communauté se réunit encore en charité très vite. Oui, c'est important d'aller à l'église pour remercier Dieu pour la dernière fois pour mon départ. Il n'y a que ça en tête maintenant, hein? Jefferson, Véran, Naomi et Patrick vont quitter dans quelques heures cette petite maison en briques rouges. Ils vont laisser Yassimenji, ce quartier, leurs amis, leurs voisins. Dans le regard de mamie Augustine se lit tant d'amour et de fierté. Un lien indéfectible et une famille qui va pourtant se séparer. Et moi, en tant que leur petite sœur, je veux seulement que sa femme et nos enfants aient une nouvelle vie, reconstituer leur foyer près d'eux, là-bas, mais pas ici. Si à Bangui, je vis difficilement, je n'ai pas de moyens. Moi, je vis comme ça, je n'ai pas de moyens. S'il y a la possibilité, je ne veux pas rester. Je vais joindre mon grand frère. S'en aller de son pays, c'est encore mieux, non. S'en aller de son pays, c'est pas ça la réponse, mais rester et puis chercher à comprendre, chercher à faire quelque chose. Parce que, bon, les gens ne savent pas que, bon, leur pays, c'est cher et on doit se battre pour ce pays. On doit se battre pour notre pays. Quelle image garder de son pays lorsqu'on est sur le point de le quitter. Des visages, des attitudes, des paysages. Cette lumière si intense, ce rose si paisible. Sans doute un peu de tout cela. Il faut tenter de ne rien oublier.
jour, je vais revenir ici. Parce qu'il y a pleinement de gens qui restent ici, comme ma grande sœur et mamie aussi. Elle va nous manquer. À quoi tu penses là maintenant? Je ne sais pas. Un jour, je vais revenir ici. Quand je serai grand encore, je vais revenir ici. Pourquoi c'est important de revenir ici? Pour voir mes copains et mes copines aussi, et mon quartier. Lundi 5 février, 5h30 du matin. Ils sont prêts. Les visages sont fermés, figés. Les au revoir sont sobres. Non, Parce que c'est l'absence de 5 ans que je n'ai pas vu ma famille. Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai pleinement de joie dans mon cœur de l'attendre aujourd'hui. D'attendre de regarder mes enfants. L'absence de 5 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 mois. Et tant qu'un papa, vraiment, j'attendais cette occasion en or. Ah. Maman, quoi? Oh. Un déracinement pour une vie meilleure? Peut-être. La famille Mondoko doit maintenant s'adapter. Cela fait 3 mois qu'elle est installée à Reims. Le bonheur des retrouvailles a laissé la place aux difficultés de l'intégration. C'est une vie à reconstruire. L'heure pour nous de quitter la communauté Emmaüs. Je vous dis à très bientôt.